Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Nicolas Chemla, auteur aux éditions du Cherche-Midi d'un roman intitulé L'Abîme. Pour cette conversation, je suis rejoint par Mathilde Robert, étudiante en master d'études françaises et francophones à l'Université Ohio State. Bonjour Nicolas Chemla. Bonjour Benjamin, bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Nicolas Chemla, vous êtes un romancier, essayiste et chroniqueur. Monsieur Amérique, votre premier roman, paru aux éditions Séguier dans la collection L'Indéfini en 2019, explore notre rapport au corps, au genre, à la vérité et à la technologie via le destin tragique du bodybuilder Mike Mentzer, théoricien et philosophe, superstar oublié des années 70, que Schwarzenegger avait juré d'éliminer pour toujours. Alors c'est une épopée tragique et visionnaire qui annonce autant les cyborgs que l'ère des fake news, qui plonge dans le côté obscur du rêve américain. Avant cela, Lucifer, pourquoi le luxe possède, votre premier essai paru aux éditions Séguier en 2013, propose d'interroger la fascination planétaire pour le luxe à travers une exploration culturelle, littéraire et anthropologique de la figure du diable. Cet ouvrage a été nommé meilleur essai sur le luxe par l'émission Goût du luxe sur BFM. Par ailleurs, La petite anthropologie des boubours, publiée à partir d'une boutade aux éditions Le Mieux en 2016, faisait de Donald Trump, 6 mois avant son élection, l'emblème d'une, je cite, bourrinisation des esprits, de droite comme de gauche. Elle fut considérée comme une prophétie électorale par le journal Libération. Par ailleurs, votre second roman, Murnau des Ténèbres, paraît dans la collection Cobra aux éditions du Cherche-Midi, fin août 2021. Salué unanimement par la critique, ce roman est finaliste du prix Renaudot 2021. Par ailleurs, L'Abîme, paru au Cherche-Midi fin août 2023, est finaliste du prix des Deux Magots, du prix SAD et sélectionné pour le Renaudot. Alors c'est donc de ce roman, L'Abîme, que nous allons avoir l'occasion de discuter aujourd'hui. Alors votre roman s'ouvre par une longue description d'un immeuble parisien à l'architecture gothique. Description qui insiste sur les détails macabres et surnaturels de la façade de cet immeuble comme de l'intérieur. En quoi cette description initiale fonctionne-t-elle comme une sorte d'allégorie du roman dans son ensemble, de sorte que la peinture de l'espace ne se contente pas de représenter un cadre de l'action, mais sert aussi à préfigurer les thèmes, sinon la structure du récit lui-même. C'est un début avec une description très, très développée qui m'a vraiment fait penser au début du Père Goriot, avec cette description de la pension Vauquer, n'est-ce pas, qui a aussi un rôle, je dirais, proleptique, d'annonce des thèmes du roman. Mhm. Tout à fait. C'est effectivement une annonce de tout ce qui va se dérouler ensuite. Parce que de fait, l'abîme commence comme un cold case, pour parler anglais. Donc on va découvrir au sommet, enfin au dernier étage de cet immeuble un cadavre dont on ne sait pas de quoi il est mort. Et on va ensuite plonger dans le journal de cet Américain qu'on a trouvé mort, essayer de comprendre pourquoi il est mort. Mais cette description, elle permettait de faire plusieurs choses. D'abord, d'inscrire le livre dans une tradition de la littérature décadente du 19e siècle, puisque l'abîme, en fait, le projet initial, c'était un peu de faire une mise à jour de l'abat de Huysmans. Je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait donner d'écrire l'abat de Huysmans en 2023. Donc stylistiquement et puis de toute façon les détails architecturaux qui sont donnés correspondent à cette époque, donc on s'inscrit d'emblée là-dedans, mais c'est aussi thématiquement évidemment une référence au mouvement gothique, et donc cette idée que la plupart des romans gothiques en fait sont construits autour d'une figure, d'un château plus ou moins métaphorique dans lequel on va s'enfoncer de la même manière qu'on s'enfonce dans les ténèbres de l'âme. Et puis, il y a aussi cette idée d'emblée, en fait, dès la première phrase, d'écrire un appel à lever les yeux au ciel, un appel à la verticalité, qui est vraiment pour moi une thématique centrale dans tous mes romans, un peu en référence à la pensée d'Annie Lebrun, qui parle de la littérature comme une brèche ouverte dans l'aplat du réel et du langage. SAD, le Euh, bloc d'Abîme, SAD, le bloc d'Abîme, n'est-ce pas?
Exactement, d'où le titre également. L'abîme est également une référence à Soudain, un bloc d'abîme de d'Annie Lebrun. Mais donc cette idée en fait qui est vraiment fondatrice de mon texte, qu'on vit dans un monde totalement aplati, notamment par les écrans et les algorithmes, et que donc on est tous comme ça, on vit tous dans un monde en 2D, puisque à travers l'écran, on ne voit que du plat, même s'il y a des illusions de relief, et que donc derrière, on perd le vertige, on perd la possibilité de ce que j'appelle par ailleurs l'échappée belle. Et donc en fait, simplement de marcher dans les rues de Paris et de voir tout le monde le nez rivé sur son portable, alors que partout autour de nous, il y a des traces d'un passé qui peut parfois être assez vertigineux, voire menaçant. Je trouvais ça intéressant de commencer par ça, quoi. Et puis après, vous me dites si je fais trop long à nouveau, mais il y a une des motivations, enfin une des choses qui m'intéresse moi quand j'ai écrit, et notamment, c'était déjà un peu le cas enfin c'était déjà le cas dans Monsieur Amérique, qui est le roman d'un continent. Murnau des Ténèbres, c'est le roman d'un archipel, puisque ça se passe en Polynésie, à Tahiti et aux îles Marquises. Et là, je voulais vraiment faire le roman d'un quartier, d'une rue et d'un appartement et d'un immeuble. Ça fait 25 ans que j'habite dans l'appartement et l'immeuble dans lequel plus ou moins se déroule l'action. Mais au-delà du caractère anecdotique de ma vie, dont tout le monde se fout à peu près, ce qui est intéressant, c'est que c'est un quartier dans lequel Huysmans lui-même a traîné au moment où il écrit là-bas. Et quand on parle de Huysmans et du spiritisme et de l'occultisme de la fin du 19e siècle, on parle souvent du 7e arrondissement de Paris, donc autour de Saint-Sulpice, où se déroule une partie de l'action de là-bas. Or, au moment où je me lance dans l'écriture de l'abîme, je découvre que Huysmans est venu assister des séances de spiritisme dans ma rue, littéralement dans ma rue, et que dans mon immeuble, au rez-de-chaussée enfin, l'immeuble dans lequel j'habite, se tenait à l'époque une librairie dite Librairie du Merveilleux, qui était vraiment la plaque tournante de tout l'ésotérisme parisien de la fin du 19e, enfin, avec un rayonnement international. Le fondateur s'appelait Papus, et c'était un mage, un peu, enfin un gourou qui écrivait des livres, enfin je crois plusieurs par an, qui se vendaient tous comme des petits pains. Il a été invité jusqu'à la cour du tsar en Russie pour l'accompagner et l'initier à certains de ses mystères. Donc pour vous dire, c'était vraiment, quand je parle de plaque tournante, d'épicentre, c'est pas une façon de parler, quoi. Donc c'était aussi pour ça que c'était important de commencer par l'immeuble, et puisque en fait derrière l'abîme raconte peut-être juste l'histoire d'un homme qui est prisonnier de son immeuble. J'aime beaucoup cette idée de l'esprit des lieux, en fait. Essayer d'écrire. Alors, Pérec l'a fait dans La vie, mode d'emploi, hein, euh, qui est vraiment l'histoire d'un immeuble, appartement par appartement, chambre par chambre, étage par étage. Mais je trouve que c'est une inspiration formidable, quoi. On vit tous dans des lieux qui sont chargés d'histoire, et en même temps, cette histoire est invisible, et je trouve ça intéressant d'un point de vue littéraire de faire revivre l'esprit des lieux. Voilà. Alors vous venez d'évoquer Huysmans, ce qui m'amène à la deuxième question que j'avais prévu de vous poser, puisque en effet votre roman est riche en allusions littéraires de toutes sortes, en particulier en allusion à la littérature française du dernier 19e siècle, avec des réminiscences du Horla, hein, de Maupassant, mais aussi des références directes, hein, vous venez d'y revenir vous-même, au roman gothique de Huysmans là-bas. Alors j'ai trouvé cette référence à Huysmans particulièrement intéressante, parce qu'elle est commune à votre roman, mais aussi à l'œuvre de Michel Houellebecq, Soumission, qui met en scène un universitaire spécialiste de cet auteur, dont il doit, si ma mémoire est bonne, d'ailleurs préparer l'édition dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que Huysmans occupe une telle place dans le roman contemporain? Serait-ce parce que vous-même, comme Houellebecq, vous voyez en lui un chantre de la décadence du monde occidental? C'est une très bonne question. Bon, alors déjà, bon, certes, Houellebecq est un grand nom, mais disons que on n'est pas si nombreux que ça à revendiquer cette influence et cette admiration pour cet auteur qui, à mon avis, est vraiment. Enfin, moi, je le situe au sommet du sommet
pour plein de raisons, et notamment sa contemporanéité. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, enfin, j'ai pas envie de parler à la place de Houellebecq en fait, mais je crois que vous avez raison. Il y a sans doute, il y a quelque chose qui résonne assez fort entre la manière dont Huysmans perçoit son époque et son chemin spirituel, parce qu'en fait, après là-bas, on peut peut-être le rappeler à vos auditeurs, après là-bas, donc il y a un roman sataniste qui fait scandale au moment où il sort, Huysmans qui est vraiment l'incarnation du dandy fin de siècle, décadent, qui va rechercher toujours plus de plaisirs artificiels, vraiment artificiels. Il revendique l'artifice contre la nature. En fait, Huysmans va se convertir au catholicisme. Euh, En réaction, effectivement, à ce qu'il perçoit comme un siècle en fait, j'ai envie d'utiliser le terme aplati, c'est-à-dire un siècle dans lequel il n'y a plus de transcendance, un siècle lequel il voit non seulement le mauvais goût, on le réduit souvent à une opposition entre bon goût et mauvais goût, mais non, il voit vraiment l'industrialisation du monde, comment dire, la fabrication un peu à la chaîne des affects et des modes de vie, et il voit en fait une France qui est totalement enfin dans laquelle on a perdu le sens du sacré et du mystère en fait, et donc de l'âme. Euh, donc bon, clairement, on voit comment ça peut résonner avec certaines thématiques chères à Houellebecq. Moi, ce qui m'a vraiment le plus sidéré dans son œuvre et ce qui fait que ce qui a fait que j'ai voulu un peu l'updater, passez-moi l'anglicisme, c'est au-delà de l'écho qu'on peut faire, le parallèle qu'on peut faire, ce qui m'intéresse chez lui, c'est sa vision de l'aplanissement du monde. Et notamment, dans À rebours, il y a une scène qui est sidérante, dans laquelle son héros, qui est parti s'enfermer à Fontenay-aux-Roses, dans une maison dans laquelle il veut absolument recréer les plaisirs les plus sophistiqués, à un moment, ne parvenant malgré tout pas à tromper son ennui, décide de partir à Londres. Et donc, pour aller à Londres à l'époque, il faut aller à Saint-Lazare, prendre le train, ensuite le ferry et ensuite le train. Et donc, il part, donc c'est un dandy, hein, donc on imagine qu'il prend quelques bagages, des livres, tout un tas de tenues, etc. Il part avec sa petite calèche, il arrive à rue de Rivoli, il traîne à la librairie Galignani, que doivent connaître certains de vos auditeurs, puisque c'est la librairie anglophone, grande librairie anglophone de Paris. Alors il passe du temps, il lit les guides sur Londres, il entend parler anglais, et il se dit, ah c'est super, c'est un peu comme si j'étais à Londres. Et puis ensuite, il va dans un pub anglais en attendant son train à Saint-Lazare. Et là, il mange de la nourriture de pub traditionnelle, il boit quelques bières bien brune et ambrée à l'anglaise. Il entend parler anglais. Tout le monde, tous les patrons du pub ont des têtes d'anglais. Et puis finalement, il décide de rentrer chez lui. Parce qu'il se dit, l'expérience que je viens de vivre, en fait, vaut à elle seule l'expérience du Londres véritable. Et donc, pourquoi aller m'embêter à prendre le train, le ferry, aller dans une auberge où je vais pas être à l'aise. Et donc, Huysmans déjà a cette intuition de l'expérience superficielle de la chose remplace la chose elle-même. Ce qui est quand même, à l'ère d'Instagram, quelque chose de complètement prémonitoire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça dans la pensée de Huysmans et dans son approche de la littérature qui font que je trouve qu'il correspond vraiment à une forme de réaction, j'emploie un peu le terme à dessein, mais de notre époque aplanie, désacralisée, où tout est mis à plat, tout est équivalent, tout est prévisible, tout est Justement, déjà alors justement, c'est parfait. Ça m'amène à la prochaine question que je souhaitais vous poser, qui porte précisément sur ce concept que vous venez d'utiliser à plusieurs reprises dans votre précédente réponse, celui d'aplanissement. En effet, page 143 de votre roman, vous évoquez un aplanissement de la réalité à l'époque contemporaine, un concept que vous faites dialoguer en particulier avec celui de désenchantement du monde que vous empruntez au philosophe Max Weber. Pouvez-vous revenir pour nous sur ces concepts et sur les raisons pour lesquelles ils vous paraissent opératoires afin de décrire la réalité contemporaine?
Ouais, bah bon, oui, tout à fait. J'ai déjà donc un peu en partie répondu auparavant, mais oui, donc sur l'aplanissement du monde, les écrans, les algorithmes. En fait, moi, j'ai conçu un peu l'abîme comme un livre manifeste. Je fais partie de ces, comment on appelle ça là, de ces drama queens entre guillemets, hein, qui hurlent à la fin de la littérature et la menace absolue sur la créativité et l'âme humaine que représentent les évolutions récentes, notamment des modes de production des contenus culturels. Et donc, j'ai envie d'insister là-dessus quand vous m'interrogez sur l'aplanissement, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de la citation de Annie Lebrun, hein, une brèche ouverte dans l'aplat du réel, également dans l'aplat du langage, le pas de côté, la verticalité, l'échappée belle. Moi, je crois à une littérature qui échappe en fait à ces catégories, qui échappe à son programme de couverture et qui échappe en fait aux hashtags ou aux algorithmes ou à la manière dont en fait de plus en plus on attend d'un auteur ou d'une autrice qu'elle colle à son identité, qu'elle écrive surtout pas sur celle des autres parce que on risquerait de lui reprocher de comment dire, de jouer l'appropriation culturelle. On veut des livres qui correspondent au programme de couverture ou de quatrième de couverture et qui s'en tiennent à ça. Donc, pour moi, c'est ça aussi l'aplanissement du monde, c'est le fait que cette fameuse brèche dans l'aplat du réel se referme complètement et que donc on ne nous propose plus que des œuvres qui collent complètement à ce qu'on attend d'elles ou à ce que l'algorithme a décidé qu'il fallait produire. Et donc, moi, je rapproche très souvent la littérature et le cinéma, évidemment, parce que c'est des modes narratifs qui ont plein de choses en commun, malgré des différences absolument fondamentales. Mais je crois qu'on voit ça très très fort dans la production, notamment de séries et de films. Netflix est longtemps vanté d'avoir l'algorithme le plus précis de découpage en fait de son catalogue en une infinité de hashtags qui permettent de dire c'est une fiction gothique avec une héroïne féminine, avec un personnage de chien sympathique, un vampire pâle, etc. Enfin bref, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Et au départ, c'était une manière de classifier le catalogue. Maintenant, c'est vraiment une manière de produire les films. Et c'est pareil en littérature. On a, notamment en France, hein, moi j'ai l'impression que dans la littérature anglo-saxonne, il y a encore un peu plus de vitalité. Mais je trouve ça assez marquant de voir à quel point on, on échappe de moins en moins en fait à ce programme. Donc moi je trouvais ça important d'écrire un livre, enfin important, je vous ai dit, je suis un peu grandiloquent, mais pour moi c'était important d'écrire un livre qui défende et qui illustre une littérature qui échappe au programme. Et donc c'est pour ça qu'il y a notamment cette référence au Durer de Mélancolia, qui est une clé vraiment centrale dans le roman, qui est encore aujourd'hui une œuvre sur laquelle, enfin, dont on n'a jamais fait le tour. Et dont on peut continuer encore à s'interroger sur le sens véritable, sachant que Dürer lui-même ne s'est jamais exprimé sur la signification de tous les symboles qui sont dans l'œuvre et sur l'œuvre elle-même. Il n'a jamais écrit la moindre ligne sur Mélancolia. Et du coup, c'est une œuvre qui est un peu comme un diamant noir quoi, au cœur de l'histoire de la représentation et des arts visuels. Euh, et, et donc, qui est une œuvre en fait qui reste absolument mystérieuse et dont chacun en fait va pouvoir faire la lecture qu'il veut, mais dont on sait que ça sera jamais une lecture complète. Et moi, à mon humble échelle, il ne s'agit évidemment pas de se comparer à un génie comme Dürer, mais j'envisageais de faire un livre qui résiste en fait à l'analyse et qui résiste à la réduction, quoi. C'est-à-dire qui prennent toujours un peu le contre-pied ou la tangente et voilà, et qui s'enfuient sur des chemins de traverse. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Non, non, ça y répond tout à fait et ça me paraît aussi
être l'occasion d'un rapprochement avec Sartre aussi, avec la nausée. Donc, comme vous le savez, le titre original de la nausée, c'était Mélancolia, hein, qui était aussi une référence commune à son roman et au vôtre. Et on pourrait sans doute poursuivre même le parallèle entre la nausée, l'isolement du personnage principal qui fait une série d'expériences métaphysiques et ce dont il est question dans votre roman. Mais pour continuer, j'aimerais aborder l'un des aspects qui me semble les plus réjouissants, les plus intéressants dans votre texte, à savoir la critique de la modernité qu'il propose. Avec une véritable verbe satirique, vous épinglez notamment les contradictions de celles et ceux qui se disent hostiles au système et veulent néanmoins l'instauration d'un revenu universel, ou bien vous critiquez joyeusement, je cite, les apôtres de la pensée positive et de la culture feel-good, de la pudibonderie et de l'art lissé et polissé. Alors peut-on dire au sujet de votre ouvrage qu'il s'agit d'un texte résolument anti-moderne, ou y a-t-il d'après vous quelque chose à sauvegarder dans la modernité, peut-être dans la plus grande facilité qu'elle procure à la circulation du désir? Très bonne question à nouveau. Alors oui, on m'a déjà interrogé sur est-ce que je suis ou est-ce que le texte lui-même est anti-moderne. La première réponse pour moi, c'est que à nouveau, je refuse l'enfermement. Voilà, je dois être un peu claustrophobe, mais donc je crois, j'espère que l'Abîme, comme je l'exprimais auparavant, est un livre en fait qui échappe à la réduction, donc à l'étiquette. Euh, et, et en ce sens, moi j'y vois une vraie différence avec l'antimodernité. C'est Compagnon déjà, c'est ça qui a écrit sur voilà. Euh, C'est-à-dire que par rapport aux auteurs dont lui parle, je crois que il me semble hein, que L'Abîme est un texte beaucoup plus joueur en fait et beaucoup moins figé sur ses certitudes. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que en fait, pour euh, pour regretter une époque révolue, il faut avoir une foi assez solide en fait en ce qu'elle a pu représenter et en ce que le présent par ailleurs peut représenter. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je viens de plein d'endroits différents. J'ai fréquenté plein de milieux différents de par le monde. Hein. Voilà. Et j'ai pas cette position absolument ni de rejet, ni d'enthousiasme, ni par rapport au passé, ni par rapport au présent, en fait. Je pense que c'est bien pour un roman de ne pas avoir comme ça une ligne trop figée. Euh, et puis l'autre point qui me paraît important, c'est alors non déjà pour rebondir sur le premier, ça veut dire aussi, vous avez parlé d'une verve d'une veine satirique. J'ai voulu, alors il y a plein de gens qui le voient pas, hein, mais à mon sens, l'Abîme est un livre assez drôle malgré son caractère un peu terrifiant et parfois déprimé. Mais parce que justement, il y a cette dimension de jeu et je crois que les anti-modernes, moi je suis pas un spécialiste, hein, mais tel que j'ai compris le livre de Compagnon, c'est quand même des gens qui prenaient très très au sérieux ce en quoi ils croyaient. Et donc moi je vous l'ai dit, je suis pas comme ça. Je suis plus changeant, on va dire. Et le deuxième point, c'est que il s'est quand même passé, d'ailleurs Compagnon le dit lui-même, en fait, l'antimodernité n'est pas vraiment applicable à tout ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale, parce que, en fait, le problème, c'est que la modernité elle-même s'est effondrée et qu'il y a eu la postmodernité depuis. Et donc, comme il explique que pour être antimoderne, il faut d'abord avoir embrassé la modernité pour s'en être ensuite détourné, moi, là, pour le coup, je peux dire que je suis anti-post-moderne. C'est-à-dire que j'ai été foncièrement et résolument post-moderne, notamment dans les années 90-2000. J'ai étudié à la SOAS, School of Oriental and African Studies à Londres, qui était vraiment un berceau de la... Enfin, pas berceau, mais comment dire, un temple de cette appropriation de la French Theory et de tous ces auteurs, donc très derridéen, très Baudrillard, voilà, et j'ai trouvé ça génial, et je pense que ça fait également de la très bonne littérature, mais en fait j'en suis revenu.
pour plein de raisons. À un moment, j'ai éprouvé le besoin, alors c'est passé notamment par l'écriture de Monsieur Amérique, hein, mais à un moment, j'ai éprouvé le besoin de revenir à certaines, à certains équilibres, à certaines certitudes, entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas vraiment de certitude. Mais donc, je suis revenu de la postmodernité, et c'est en ça qu'il y a peut-être un parallèle à effectuer. Mais voilà, je ne sais pas si, à nouveau, Non, je non, ne sais pas si je suis ça très répond clair. très bien et je dirais que votre réponse aussi me fait penser à la claire proximité entre votre texte et les romans de Sade, où il y a effectivement quelque chose de très noir dans l'exploration du mal, dans la construction philosophique qui est très rigoureuse, mais il y a aussi ces moments de déviation où on tombe tout à fait dans l'ironie, dans l'humour noir, dans l'excès qui d'une certaine manière déconstruit le discours philosophique prétendument très, très sérieux du texte. Il y a quelque chose aussi d'assez similaire, il me semble, dans votre livre qui à la fois construit un univers gothique très, très sombre, mais en même temps, il y a ces moments d'humour noir qui sont tout à fait présents également. Non, je ne sais pas si vous revendiquez la proximité avec ça. J'ai vu que vous étiez finaliste du prix SAD, que vous auriez sans doute tout à fait mérité. Mais la présence sadienne me paraît être certaine dans votre texte. Alors j'ai donné un C'est présent. clairement une ombre, oui, Oui, sur oui. le. Tout à fait. Autant je dirais que celle de Huysmans, ce qui est plus explicite. La présence sadienne est peut-être plus cachée, plus secrète, mais elle me paraît bien là aussi. Alors j'ai donné à présent la parole à Mathilde Robert, hein, qui a préparé des questions au sujet de l'abîme. Oui, alors l'un des aspects les plus remarquables de votre texte consiste dans le style que vous employez, style qui se joue dans des genres et se fait tour à tour classique et survolté. Pourriez-vous revenir sur ce sujet, ce style duel, qui manie à la fois les longues périodes et les références savantes tout en employant des anglicismes et des expressions triviales? Oui, merci. Pourquoi en fait mon style est multiple, c'est ça? Ou pourquoi? Euh, j'avais envie, je vous dis, le point de départ, enfin un des points de départ, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Ça m'a, voilà, j'ai eu cette lubie de me dire, je voudrais réécrire là-bas, enfin non pas réécrire, mais transposer là-bas. Il y a un roman que j'adore, petite parenthèse, hein, c'est le Dorian de Will Self, où en fait il refait Dorian Gray de Oscar Wilde dans le Londres gay des années 80. Donc j'avais un peu envie de me dire, voilà, comment on réécrirait là-bas aujourd'hui. Et donc, je voulais, et c'est vrai que moi, j'aime, alors aujourd'hui, c'est très ringard, voire considéré comme un peu fascisant. C'est vrai que j'aime la belle phrase, j'aime l'orfèvrerie de la langue, voilà, j'aime la musicalité, et je revendique une forme, comme Baudelaire d'ailleurs le disait, hein, il disait que quand on maniait bien la langue, ça s'approchait d'une sorcellerie évocatoire. Moi, je revendique une forme d'ensorcellement par la langue. Voilà, j'ai cette lubie-là, mais ça vient aussi de ma culture, hein, du fait de cette conscience en fait que la langue c'est quelque chose de magique, enfin, de divin, voire de luciférien, et qu'il y a comme ça une capacité de la langue à envoûter le réel. Mais je refuse en même temps, c'est-à-dire, comme je vous disais, je suis, contrairement peut-être aux antimodernes, je me sens quand même plutôt dans mon époque, et voilà, enfin, moi, quand j'écris le livre, on est en 2022, 2023, ça va être lu en 2024. Pour moi, je crois beaucoup à ce que d'autres avant moi ont appelé la nécessité d'être, et j'y crois beaucoup dans l'écriture. C'est-à-dire que je pense que chaque mot, chaque choix stylistique doit être pesé, et, et j'arrivais pas à trouver une manière d'écrire ce livre où tout aurait été dans un style huysmancien ou néo-décadent. Donc je trouvais ça marrant en fait et puis plus cohérent finalement de jouer l'incohérence, c'est-à-dire d'avoir un type qui tient son journal, donc il va pas écrire non plus comme Huysmans, c'est un homme des années 2020, mais qu'en même temps, comme il baigne complètement dans cette ambiance, de temps en temps, il a des envolées lyriques. Quand il regarde son chat, ben, il va le décrire d'une manière un peu. Mais
à nouveau, je voulais que ce soit justifié. C'est-à-dire que moi, je vois pas d'autre manière de décrire un chat. Et un dernier point de réponse, c'est, je parlais tout à l'heure de fluidité, de multiplicité, de postmodernité, donc de Derrida et de cette espèce de déconstruction de la notion de l'auteur, en fait, et du livre et du texte, et de la revendication de tous les courants qui traversent aussi bien un auteur qu'un texte, et que l'intersubjectivité entre l'auteur et le lecteur, et l'ensemble de ses influences, enfin, ou des esprits qui l'habitent. Moi, c'est quelque chose auquel je crois très très fort. Et là, j'avais vraiment l'opportunité, via le journal, de jouer sur ce détricotage en fait du texte, c'est-à-dire le texte je crois pas qu'on l'ait dit déjà, mais en fait, dans l'abîme, il y a beaucoup d'inserts d'emails, d'archives, d'extraits de vieux textes, de passages des textes de Saint-Jean-de-la-Croix. Donc, et je trouvais ça, en fait, à nouveau, pour moi, c'est une manière d'expliciter presque la littérature en laquelle je crois et le regard que je porte sur ce qu'est un texte. C'est-à-dire qu'à nouveau, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je pense que les gens qui écrivent en pensant qu'ils collent à leur texte et qu'ils collent à leur identité vivent dans une fiction complète. Enfin, ils ne se rendent pas compte qu'on on colle jamais complètement à son identité, on colle jamais complètement à son texte. Et donc moi, je travaille en fait à ouvrir cet écart et cette brèche. Donc c'est un peu pour ça que c'est écrit comme ça. Et puis ça permettait aussi d'avoir un peu du peps, quoi. Mhm. Alors ça tombe bien, vous parliez d'identité tout à l'heure. En quoi votre roman est-il aussi une peinture de l'évolution de la sociabilité et des pratiques homosexuelles au cours des 25 dernières années? Très bonne question. Eh bien, oui, bah alors là, oui, un côté un peu désabusé. Non, mais je trouvais ça intéressant de parler un peu de la face sombre. Moi, j'ai vraiment fréquenté de près, hein, les communautés homosexuelles de Paris, Amsterdam, Londres, San Francisco, New York. Voilà, et puis j'ai embrassé ça complètement, hein, mais approchant de la cinquantaine, n'est-ce pas? Et puis ayant vu les ravages, notamment des applications de rencontres, bah, j'ai été amené, mais comme plein d'autres, hein, à me poser des questions sur qu'est-ce qu'on avait véritablement gagné. Voilà, donc moi, enfin, à la fois, je trouve ça super, qu'on ait gagné le droit de vivre comme on l'entend. Après, je me dis, bon, bah voilà, maintenant qu'on est dans les années 2020, on peut peut-être aussi commencer à poser des questions et à dire comment, comment on vit, enfin, qu'est-ce qui reste de tout ça. Et oui, j'ai effectivement un regard assez désabusé, mais qui correspond à la réalité, hein. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des taux de suicide qui sont très élevés, et pas uniquement dus à l'homophobie subie par des adolescents, etc. Il y a aussi dans la vie adulte gay et dans les ravages des drogues, le chemsex, ça a complètement détruit des communautés entières, à Londres, à New York. Euh, et donc, je trouve que cette quête effrénée de plaisir et de jouissance, mais qui n'est pas l'apanage des gays, hein, moi, j'insiste vraiment là-dessus. J'ai parlé des backrooms et du milieu homosexuel parce que ça correspondait à mon personnage et ça correspondait à ce que je connaissais le mieux. Mais aujourd'hui, on voit bien que Tinder et compagnie aidant, les hétéros n'ont rien à, enfin, ne font pas spécialement mieux, quoi. Et donc, voilà, moi, je pense que, enfin, c'est en ça que ça rejoint un peu ça. Non, je crois que quand on ouvre la vanne, en fait, la quête est sans fin et qu'il y a vraiment de quoi perdre la tête, quoi. Et je trouvais ça intéressant de raconter ça, de parler de ce désespoir-là, mais donc effectivement, ça fait très vieux conservateur, mais en même temps, c'est fait avec pas mal d'humour. Mais je trouve que voilà, le sexe sans amour, c'est rigolo un temps, mais jusqu'où en fait et à quel prix? Et voilà, donc je trouvais que c'est intéressant de parler de ça. Et par ailleurs, à nouveau, réflexion un peu globale sur le texte et sur
la manière dont il s'inscrit dans la tradition littéraire. Il se trouve que dans le genre fantastique, les troubles du genre et les sexualités dites déviantes, à l'époque en tout cas, font partie du package, quoi. C'est-à-dire que le croque-mitaine, c'est toujours une figure sexuelle, le boogeyman, hein, la sorcière au fond des bois. Voilà, il y a vraiment ce rapport très très clair entre le continent noir du désir et de ce qu'il y a au bout du couloir et qui fait très envie et qui est une promesse d'excitation mais en même temps de danger, et les différentes formes de sexualité hors normes, en tout cas historiquement hors normes. Voilà, donc c'était ça aussi dans Là-bas, pour revenir à Huysmans, Là-bas est un texte incroyablement sexuel, avec des descriptions d'orgies très graphiques, hein, pour dire comme les Anglais. Euh, et donc, voilà, le lien est clair. Donc, enfin, voilà, aujourd'hui, je pense que si Huysmans avait vécu de nos jours, il aurait parlé il aurait parlé de ça, quoi. Moi, je suis allé, enfin, une des scènes de fête que je décris avec ces espèces de colosses, avec des masques de minotaures et des appendices géants entre les jambes, sur fond de tambours sauvages avec des images de diable dans le fond, je l'ai vraiment vu. Enfin, voilà, puis ça a vraiment rien d'exceptionnel. Donc je trouvais ça amusant d'avoir un type qui se perd dans son délire de le satanisme fin 19e, etc., puis qui va retrouver ça au fin fond des backrooms et des grandes soirées clubbing. Ok. Donc toujours dans cette même idée, vos descriptions de l'horreur et des pratiques sexuelles sont parfois très crues. N'avez-vous pas peur de la censure, justement? Oh non. Alors là, je pense que c'est pas du tout le genre de choses qui sont censurées aujourd'hui. Je me suis moi-même plutôt censuré sur le caractère un peu réac, conservateur, raciste, homophobe du personnage. Il y a des trucs, je me suis dit non, bon, ça c'est pas la peine, on a bien compris, parce que je voulais justement éviter. Mais non, non, sur les scènes de sexe un peu hardcore. Enfin, d'ailleurs, il y en a pas tant que ça, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelques pages dont on m'a dit qu'elles étaient assez insoutenables. 3 pages, pour tout dire. J'ai hésité à les garder, non pas par peur de la censure, mais simplement parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment à nouveau, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'on va pas me reprocher une forme de voyeurisme ou de provoque gratuite. Et en fait, je me suis dit que c'était nécessaire pour l'histoire. D'abord, le livre s'appelle L'Abîme, et il s'appelait L'Abîme dès le début, hein. J'ai très content d'avoir pu garder le titre que j'avais en tête au départ. Et donc l'idée, quand on annonce L'Abîme, c'est qu'il faut quand même vraiment aller au fond des choses. Or, si vous vous replacez dans la position du lecteur, le moment où le héros reçoit ces vidéos un peu hardcore, s'il dit juste oh là là, j'ai reçu des vidéos SM un peu kinky, je suis tout retourné, on va se dire oui, enfin bon, aujourd'hui, il suffit d'allumer Netflix ou HBO pour voir des séries où il y a vraiment des choses très très hardcore et grand public, hein. Donc je me suis dit, bah non, il faut quand même vraiment que les gens comprennent, enfin que le lecteur comprenne à quoi il est confronté, c'est quoi ces images qui sont vraiment au bord de l'enfer absolu, quoi. C'est-à-dire on est vraiment sur de la torture et des choses qui sont horrifiantes, quoi. Donc non, donc non, voilà, je trouvais, j'ai revendiqué d'avoir ces quelques pages explicites, parce que sinon ça perdait de son, à la fois de son impact et de sa cohérence, quoi.
Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Dans quelle mesure est-ce que vous identifiez vous-même à votre personnage? Bien évidemment, sans reprendre des évidences, l'écrivain n'est pas son personnage principal, mais néanmoins, je vous suis sur les réseaux sociaux, je vous vois par exemple dans un environnement qui fait, pour cette interview, qui fait un petit peu référence à votre roman. J'ai vu des photos de votre chat, n'est-ce pas, que vous identifiez assez directement à la chatte assez mémorable aux yeux magnifiques de votre texte. Dans quelle mesure est-ce que vous jouez à la fois de cette identification, mais aussi de cette distinction par rapport à votre personnage principal? Euh, j'ai envie de dire Joker, mais non, en fait, non, c'est pas moi, c'est Vous moi, mais pouvez. c'est pas moi, c'est de l'autofiction avec beaucoup de fiction dedans. Euh, il y a plein de choses qui sont inspirées de, de ma vie, mais il y a plein d'autres choses qui sont pas du tout, voilà, qui sont inventées ou que j'ai récupérées au fil de conversation ou de lecture Donc non, en fait, je crois que c'est exactement comme Huysmans et Durtal, enfin qui est d'abord des Esseintes dans un rebours, mais ensuite Durtal qui est le héros de là-bas, et ensuite de En route qui est le roman de sa conversion au catholicisme. C'est vraiment son double littéraire et en même temps, il le dit lui-même, il pousse un peu à l'excès. Donc je crois que beaucoup d'auteurs jouent là-dessus sur un sur une, voilà, une inspiration de sa propre vie, mais enfin, c'est le propre du roman, c'est d'aller au bout des choses, là où de toute façon dans la vie on, on s'arrête en chemin, parce que c'est la vie, quoi. Voilà. Ce que disait Camus dans L'Homme révolté, hein, le héros de roman, c'est celui qui va jusqu'au bout, hein, Exactement, ouais, c'est une référence fondatrice de tout mon travail. Ouais, j'ai exactement. Pour moi, c'est fondamental de comprendre ça dans le roman. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce personnage inspiré un peu de mon état d'esprit d'une certaine époque. Et j'ai poussé le trait à l'extrême, parce que sinon justement, il n'y a pas de roman, il n'y a une pâle autofiction, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un truc qui colle à sa réalité. J'aurais pu raconter les 3 mois que j'ai passé à écrire Murna des Ténèbres avec ce chat qui venait de débarquer et dont j'étais voilà, complètement subjugué. Il y a plein de gens qui ont fait ça, hein, ça s'est très bien passé pour eux. Moi, je trouvais que c'était plus amusant et plus littéraire, pour utiliser un gros mot, euh, de, de faire, comment dire, d'emballer un peu les compteurs narratifs et d'amener ça complètement ailleurs, quoi. Non, mais je vous posais la question parce que personnellement, je présuppose toujours la distinction radicale entre l'auteur et son personnage. Mais ce que je trouve intéressant dans votre cas, c'est qu'il y avait une espèce parfois un petit peu de mise en scène de vous-même sur les réseaux sociaux qui invitait à l'assimilation, à la comparaison. Et au contraire, au lieu d'affirmer la séparation en disant ça c'est moi et puis le personnage c'est quelque chose de différent, qu'il y avait un phénomène au contraire qui invitait à voir en ce personnage quelque chose de vous-même. Et vous avez très bien expliqué la manière dont c'est plutôt une forme de recréation fantasmatique qui peut-être pousse certaines expériences beaucoup plus loin que vous n'avez eu l'occasion de le faire vous-même. Ouais, non, et puis après, bon, voilà, sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment une micro communauté, donc Je vous suis, j'en ça, fais voilà, partie. mais de fait, euh, c'est la fin de l'introduction de l'abîme. Je parle des gens enfin, de l'importance de la fiction dans le réel, en fait. Et moi, je crois très fort qu'on vit tous dans nos propres fictions, que le jeu est une fiction, le jeu JE hein, est une fiction en permanence recréée, réinventée. Et je trouve à nouveau que c'est cet aller-retour-là qui rend les choses intéressantes, aussi bien d'un point de vue littéraire que même, j'ai envie de dire, d'un point de vue purement de, de l'existence, quoi. Voilà. Absolument. Ah, très bien, alors merci infiniment pour avoir participé à notre émission, Nicolas Chemla. Ce fut Merci à vous, je suis ravi d'avoir répondu à vos questions. un grand plaisir, merci donc d'avoir présenté L'Abîme, ce roman publié l'année dernière aux éditions Le Cherche Midi. Alors la prochaine fois, nous aurons très bientôt l'occasion de nous entretenir avec Olivier Liron, qui viendra nous parler de son texte paru chez Robert Laffont en 2023, intitulé La stratégie de la sardine. En attendant cette prochaine rencontre,
n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press.